Bonjour tout le monde. Ça vous a sans doute pas échappé, mais hier, le gouvernement a fait des annonces carrément délirantes. Ces annonces, elles ont consisté à dire qu'il fallait trouver de toute urgence 40 milliards d'euros à économiser sur le budget de l'État. Et pour ça, François Bayrou, donc Premier ministre issu d'un gouvernement minoritaire, un an après une élection que Macron a perdue, a donc annoncé des mesures qui sont tout à fait sanglantes et dont on peine encore à mesurer l'ampleur. Il y a des choses plus ou moins vagues, mais on sait déjà un certain nombre d'éléments très tangibles. On sait que Bayrou veut récupérer 5 milliards sur le dos des malades, c'est-à-dire les gens qui ont des arrêts maladie, notamment longue durée. Donc concrètement, on parle des gens qui ont des maladies chroniques ou des cancers. Il veut moins bien les rembourser et il veut faire en sorte que les arrêts maladie se terminent plus rapidement. Donc ça, c'est une première source d'économie. Je pense que c'est de loin la mesure la plus dégueulasse, il faut le dire, de ce budget. Il y en a d'autres, hein, par exemple, nous faire travailler 2 jours gratuitement par an en supprimant 2 jours fériés. Alors le débat, il porte beaucoup sur la nature des jours fériés, mais il faudrait plutôt s'interroger sur la nature de ce que c'est de travailler 2 jours gratuitement pour les actionnaires, parce que c'est de ça dont il s'agit et on se demande bien d'ailleurs en quoi ça contribue directement à rééquilibrer le déficit du pays. On pourrait citer le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3, comme si nos services publics n'étaient pas déjà exsangues. Et puis l'année blanche, ça c'est vraiment le truc immonde par excellence. L'année blanche, ça consiste à geler toutes les prestations de solidarité, tous les prestations sociales, le niveau des retraites également. Euh, C'est-à-dire ne pas revaloriser en fonction de l'inflation. Donc ça va être les APL, ça va être la prime d'activité que énormément de salariés touchent, ça va être le RSA évidemment. Normalement ces choses-là, elles sont revalorisées en fonction de l'inflation. Bah, ça ne sera pas le cas. Il y a déjà des économistes qui montrent que ça aura aussi des conséquences sur les barèmes d'imposition et que concrètement on paiera plus d'impôts. Dans les autres mesures qui sont, hyper inquiétantes et révoltantes évidemment, ce sont des mesures pro-patronales. Donc, par exemple, le fait de vouloir une fois de plus réformer l'assurance chômage, hein. Il y a déjà eu 4 réformes depuis le début du quinquennat Macron. Elles ont globalement contribué à durcir les règles d'indemnisation. Elles ont fait perdre en moyenne 30% de revenus aux chômeurs. Donc, il ne faut pas s'étonner que la pauvreté, elle ait atteint des niveaux très importants, qu'on est à des niveaux qui sont proches de ceux des années 90, ou que le nombre de SDF est doublé depuis le début du quinquennat de Macron. Donc, voilà, l'ensemble de ces mesures, on pourrait aussi parler du fait qu'il a annoncé une simplification du droit du travail. Le droit du travail, il est déjà en France extrêmement peu protecteur. Le licenciement est extrêmement facilité depuis 2017. Et puis, il a dit vaguement qu'il demanderait peut-être des efforts aux retraités aisés et puis aux personnes qui en ont les moyens, sans préciser de quoi il s'agissait exactement. Donc ça, ce sont les mesures qui sont annoncées. Il y en a pour 40 milliards. Dans cette vidéo, on va revenir rapidement sur est-ce que ces mesures sont nécessaires? Est-ce que d'autres seraient possibles? Et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour s'opposer à ça? Alors Bayrou et le gouvernement, ce qu'ils adoptent, c'est une rhétorique un peu churchillienne, hein. Vous savez, cette idée qu'il faudra du sang et des larmes parce que c'est ce qu'il faut pour se sortir d'une situation difficile. Donc cette situation difficile, c'est quoi? C'est que face aux menaces étrangères, notamment russes, on aurait besoin d'une armée plus forte et plus coûteuse. Ça, Macron l'a annoncé le jour du 14 juillet. Ça, c'est une première chose qui est déjà une réalité qu'on peut extrêmement critiquer et nous, on l'a fait dans une série d'articles. Et puis, il y a cette idée que la dette explose et que cette dette qui explose nous met dans la même situation qu'un ménage qui risquerait le surendettement. Ça, Bayrou, il a utilisé cette notion de surendettement et il a comparé la dette publique à la dette des ménages et des entreprises. Alors nous, on se tue à le dire, à l'écrire et on n'est pas les seuls, hein. Il y a énormément d'économistes qui le disent et qui l'écrivent. En fait, la dette d'un État, ce n'est pas la même chose que la dette d'un ménage. Donc ça, c'est un énorme mensonge et cet énorme mensonge, il est destiné finalement à nous tétaniser, hein, à nous mettre, à quelque part proposer une comparaison qui est pas du tout opérante et à se dire qu'effectivement, si le montant de la dette de la France, c'est, des milliers de milliards d'euros, bah, effectivement, on est, vraiment dans la merde. Alors ça, on peut tout à fait relativiser ce constat. Il n'y a pas d'urgence. Il y a un problème de déficit public, peut-être, mais il n'y a pas du tout d'urgence. La dette d'un État, ce n'est pas du tout la même chose que la dette d'un ménage, pour la simple et bonne raison que les ménages, quand vous faites un crédit, eh bien, vous devez rembourser la totalité de la somme à échéance. Ce n'est pas le cas de l'État.
l'État, eh bien, tous les 8 ans, eh bien, il reprend de quoi financer sa dette. La seule chose que l'État et donc les contribuables payent, ce sont les intérêts de la dette, la charge de la dette. Et effectivement, elle augmente parce que la dette augmente, parce que les déficits ont été creusés et ils ont été énormément creusés sous Emmanuel Macron. Et vous voyez, les analogies qui sont utilisées, elles sont fausses. Il y a une deuxième analogie qui est fausse. C'est parce que l'idée que la France, ça serait comme une entreprise et que comme une entreprise, il ne faudrait pas qu'elle s'endette trop. Bah là, cette comparaison, elle n'est pas opérante et elle est même rassurante parce que si on fait la comparaison, hein, pour déterminer l'endettement d'une entreprise, on compare, on met en regard sa dette avec les actifs détenus. Bah, dans le cas de l'État français, hein, on voit que le patrimoine économique national s'élevait en 2022 à 20 052 milliards d'euros alors que la dette publique, c'est 2 950 milliards d'euros. Vous voyez, je lis mes petites notes qui ont été fournies par Guillaume Étiévant dans l'équipe de Frustration et ça fait un taux d'endettement autour de 15 seulement, hein. En moyenne, le taux d'endettement des entreprises en France, c'est 35. Il y a d'ailleurs des États comme les États-Unis qui sont bien plus endettés, que ça. Ce qui compte, en fait, c'est le niveau des taux d'intérêt et là, le gouvernement a tendance à dire que les taux d'intérêt s'envolent, qu'ils explosent, d'où le risque de surendettement. Alors, en fait, les taux d'intérêt, ils ont augmenté ces dernières années et particulièrement l'année précédente en raison de l'instabilité politique et du manque de lisibilité des politiques économiques de Macron. En gros, les marchés financiers sont inquiets de la situation politique en France et d'ailleurs, ils ont de quoi. Mais en fait, le niveau des taux d'intérêt, il est inférieur à ce qu'il était, par exemple, dans les années 90. Donc on n'est pas dans une situation inédite, on n'est pas dans une situation urgente, on n'est pas dans quelque chose qui nous est jamais arrivé et tous les discours de Bayrou, le fait de dire qu'on s'endette chaque seconde de 5 000 € en plus, sont complètement mensongers parce qu'ils essaient de faire appel au bon financier de ménage en nous, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur du surendettement pour soi. Mais ça n'a rien à voir. Et j'ajoute qu'en plus, cette situation avec des taux d'intérêt qui varient, elle est possible parce que les États s'endettent auprès des marchés financiers. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu aussi une époque où les États s'endettaient auprès de leur banque centrale, ce qui leur permettait d'avoir une dette évidemment maîtrisée. Alors même le journal Le Monde dit que de toute façon, le chiffre de 40 milliards d'euros d'économies à faire, c'est un chiffre qui est complètement fictif, qui est basé sur des projections qui sont contestées par beaucoup d'économistes. Mais admettons, hein, admettons effectivement, il y a un déficit public. Quelle est l'origine de ce déficit public? Hein, l'Observatoire français des conjonctures économiques l'a dit dans une note début juillet, l'origine des déficits, c'est la baisse des recettes. C'est que l'État demande moins de choses à ses contribuables, et en particulier ses contribuables les plus fortunés, et surtout, nous dit l'OFCE, les entreprises. Et ça, on le dit et on le répète dans de nombreux articles. Macron, il a donné de l'argent en exonérant de leurs obligations les riches et les actionnaires, hein, qui sont souvent les mêmes personnes, évidemment. Donc concrètement, où est passé l'argent? Ça, c'est une question qu'on devrait tous se poser. C'est-à-dire que là, ce qu'ils essaient de faire, vous voyez, la campagne médiatique auquel on a assisté, c'était de se dire qui a pris l'argent? Est-ce que c'est les retraités? Est-ce qu'ils ont pris aux actifs? Est-ce que c'est les fonctionnaires? Est-ce que c'est les pauvres? Et vous remarquerez qu'ils éliminent toujours de l'équation les entreprises et les riches, comme si c'était des gens dont on ne pouvait pas discuter le niveau de fiscalité, le niveau d'imposition, le niveau de taxation en termes de cotisation sociale, etc. Donc concrètement, Macron, il a éliminé toute une partie de l'effort qui venait des plus riches et les résultats se sont fait sentir. Alors, en fait, il y a plusieurs mesures, hein, on les connaît depuis 2017. Une des plus célèbres, c'est la suppression d'ISF. La suppression d'ISF, c'est 4 milliards qui sont perdus chaque année. Peut-être qu'on pourrait reprendre ces 4 milliards plutôt que de les demander aux malades du cancer et aux malades chroniques. C'est 1 milliard d'harmonisation à la baisse de la fiscalité du capital, hein, ce qu'on a appelé la flat tax. C'est 11,5 milliards de baisse de l'imposition pour les entreprises privées. Ça, c'est une mesure qui a été prise en 2020. C'est 20 milliards par an, ça c'est l'exonération annuelle de cotisations patronales qui a remplacé le fameux CICE. C'est 24 milliards de subventions massives à l'apprentissage, ce qui explique pourquoi les entreprises se servent comme pas possible des jeunes et qu'il y en a de plus en plus qui meurent au travail. Parce que oui, quand on a de la main-d'œuvre gratuite, on la respecte moins et on la forme moins. C'est
La prime d'activité, c'est 10 milliards d'euros qui sont donnés pour compenser la faiblesse des salaires. Donc, si vous voulez, on pourrait continuer la liste. Cette liste, elle a été faite notamment par une commission sénatoriale qui a rendu son rapport la semaine dernière. Une commission sénatoriale qui est présidée par la droite et par un député communiste, Fabien Gay, par un sénateur communiste, pardon. Cette commission, elle dit quoi? Que chaque année, c'est 211 milliards d'euros qui sont versés sous forme d'aide aux entreprises. Alors, versés comment? Ça peut être des subventions directes et ça peut être des réductions d'impôts et des exonérations de cotisations sociales. Alors là, on est revenu longtemps là-dessus, dans un article récent. On va nous dire: «Oui, mais non, ce ne sont pas des aides, ce ne sont pas des aides, ce sont des exonérations». Bah si, parce qu'en fait, c'est 211 milliards d'euros, hein, 1 poste de dépenses, budgétaires. Bah, ce sont, des manques à gagner pour l'État qui sont compensés par le contribuable. C'est-à-dire que, par exemple, les entreprises, elles doivent des cotisations patronales pour financer un système de protection sociale qui leur serve à elles aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en fait, c'est bien pour les entreprises de ne pas avoir des salariés qui meurent jeunes, de ne pas avoir des salariés qui sont invalides, etc., parce qu'ils n'ont pas droit à des soins. Ça leur sert à elles aussi, hein. Et bien concrètement, on les exonère de ça à hauteur de 20 milliards par an, hein, donc la moitié de ce que Bayrou nous demande maintenant. Et qui compense auprès de la sécurité sociale et de l'assurance maladie? Eh bien, ce sont les contribuables. Donc, vous voyez, cette idée qu'il n'y aurait pas d'autre solution et qu'on devrait aller racler dans les fonds de tiroir, hein, ce que fait le gouvernement depuis 1 an, parce il est allé chercher un peu partout, hein. Par exemple, il s'est mis à imposer les apprentis, ça personne n'en a parlé, mais les apprentis qui étaient exonérés de CSG, bah, ils la payent depuis l'année dernière, par exemple. Bref, vous voyez ces petites mesures-là, ces petites mesures mesquines qui viennent peser sur la population, sur les plus pauvres d'entre nous, eh ben, c'est pour ne pas toucher aux énormes mesures qui ont été faites en faveur des riches et en faveur des entreprises. Et puis du coup, les résultats, ils sont là, hein. Vous pouvez acheter ou voler le classement Challenge des 500 plus grandes fortunes de France. Il sort chaque année. Donc en plus, c'est 500 grandes familles françaises. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, le résultat de ce transfert d'argent du public vers les entreprises privées et vers les plus riches, il est palpable quand on voit l'augmentation de la fortune des 500 familles les plus riches de France. Je parle bien de 500 familles, hein, seulement 500 familles. Ben, la courbe, elle est très nette. C'est-à-dire que depuis le début du quinquennat Macron, eh ben, il y a une augmentation hallucinante. On est passé, hein, entre 1996 et nos jours, de 80 milliards d'euros de fortune cumulée à 1128 milliards d'euros. Voilà. Voilà, ça c'est le résultat de la politique de Macron. Ce sont les gens à qui il ne veut rien prendre, que ce soit sous forme de taxation, que ce soit sous forme de renoncement aux exonérations d'impôts et de cotisations auxquelles ils ont eu droit. Et donc quand on nous dit il n'y a pas d'autre solution, on est obligés tous de faire des efforts, etc., ce discours est mensonger. Il élimine tout l'argent qui nous a été volé. Et en fait, vous voyez, le vol, hein, il se fait en 2 temps, hein. D'un côté, vous exonérez énormément de personnes, énormément d'entreprises, énormément d'actionnaires, énormément de fonds de pension, énormément de grandes familles et du coup, vous mettez l'État en déficit et de l'autre, une fois que l'État est en déficit, vous faites croire que cet État, il est endetté comme un ménage, qu'il y a urgence à agir et vous allez prendre aux malades, vous allez prendre aux chômeurs, vous allez prendre à l'ensemble des salariés les moins bien payés via la prime d'activité qui n'augmentera pas en fonction de l'inflation. Vous allez prendre aux retraités également, vous allez prendre aux actifs, vous allez prendre aux gens qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu et qui risquent d'être plus imposés à cause de l'année blanche. Et le vol, il est là. Je pense que de plus en plus de gens sont au fait de cette réalité. Et cette réalité, c'est-à-dire ces mensonges, c'est des mensonges trumpistes, hein. La post-vérité, c'est pas qu'aux États-Unis. Là, c'est vraiment en France. C'est des mensonges éhontés et de plus en plus de gens et de journaux très modérés commencent à le dire également. Hem, Bah, en fait, l'ensemble de la population capte bien qu'il s'agit de mensonges. Il faut rappeler, c'est très important, que le Premier ministre qui dit ça est lui-même un habitué des mensonges, hein. Il a menti sur Betaram, hein, cet institut, ce lycée catholique où il y a eu énormément de violence. Il a prétendu être au courant de rien. Donc, ce qui est pour moi une affaire tellement monstrueuse que ce type aurait dû partir depuis longtemps. Non seulement c'est un menteur, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune légitimité. Encore une fois, c'est évidemment proprement hallucinant, mais plus rien ne nous surprend venant d'eux, des mesures aussi violentes soient annoncées
1 an après une défaite électorale à plate couture, après la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il faut commencer à se dire et à se répéter, et je crois que les responsables politiques et syndicaux l'ont pas assez fait, les ONG l'ont pas assez fait, qu'on n'a pas affaire à un gouvernement ordinaire. On a affaire à un régime autoritaire qui a usurpé, du pouvoir, mais qui se maintient parce qu'il bénéficie d'alliés parmi, son opposition. On peut penser au Parti socialiste qui est déjà en train de se coucher, en train de négocier le poids des chaînes, et cetera. On pense évidemment au Rassemblement national, hein, qui prétend être outré de ces annonces, mais qui en réalité, est déjà en train de négocier, pour pouvoir, faire passer ce budget. Bref, en fait, nos institutions nous bloquent. On est coincé avec Emmanuel Macron dans un régime démocratique. Ça fait longtemps que ce type, se répartit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on fait ce constat d'impuissance, institutionnelle? Première chose, on peut évidemment espérer que les forces politiques, réussissent, par différents, coups, ententes, à faire tomber ce gouvernement, mais je pense que c'est improbable, faire tomber Emmanuel Macron. Je crois malheureusement que les institutions telles qu'elles fonctionnent, qui sont des institutions, pensées par un militaire, qui avaient pour vocation de maintenir, l'ordre dans le pays, et qui sont des institutions d'inspiration démocratique, mais qui ne sont pas démocratiques. Je pense qu'il ne faut pas trop en attendre parce que c'est une source de déception, permanente. Je pense qu'il ne faut pas trop attendre, des partis politiques, quand bien même certains, comme la France insoumise, disent les termes pour le coup et on analyse, une analyse implacable de la situation. Je pense que dans la situation où ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre et que de toute façon, eux, ce qu'ils ont à nous proposer, ils sont conçus pour ça, c'est, de voter. Donc, de moins s'abstenir, de voter mieux, et cetera, et cetera. Le problème, c'est qu'on ne voit pas, quand est-ce qu'il y aura une élection organisée et on ne voit pas comment cette élection, pourra être respectée à nouveau avec les institutions qu'on a. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui me disent, «Bon, bah, j'espère que les syndicats vont, appeler à la grève, générale». Moi, j'ai longtemps dit ça et je pense qu'au bout d'un moment, c'est un vœu pieux. C'est-à-dire que c'est une analyse qui est pas réaliste de la situation. Les syndicats en France, ça représente de moins en moins de monde, ça c'est une première chose et puis surtout, c'est une diversité de confédérations dont en fait, la majorité ne sont pas du tout pour une action au niveau national, au niveau politique, et n'ont pas du tout envie de renverser un gouvernement, n'ont pas du tout envie de lancer une grève générale. C'est quelque chose qui ne les intéresse pas parce que ça ne correspond pas à leurs intérêts en tant qu'institution, en tant que bureaucratie, même à leur idéologie. C'est-à-dire que globalement, de la CFDT à la CFTC, on a des syndicats dont l'objectif, c'est de dialoguer avec le patronat. C'est pas du tout de renverser la table et c'est des gens qui veulent surtout pas se mêler de politique. Donc en fait, le fait qu'on ait un gouvernement putschiste, c'est pas quelque chose qui les a inquiétés outre mesure. Alors ensuite, il reste des syndicats contestataires, mais déjà, ils sont moins nombreux. Et puis eux-mêmes, comme la CGT, bah, c'est des gens qui, en 2023, au moment où le rapport de force leur était très favorable, n'ont pas appelé à la grève générale. Je me demande si, en fait, attendre quelque chose, des syndicats, qui par ailleurs, en fait, sont déjà fort occupés. Je parle des syndicalistes, hein. C'est des gens qui concrètement, luttent, dans des entreprises, luttent pour organiser, bah, les travailleuses et les travailleurs et sont déjà très occupés par ça. En fait, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est censé d'attendre d'eux, qu'ils organisent une grève générale, qu'ils organisent une insurrection? Moi, je pense en fait, ils ne sont plus faits pour ça. Ça fait longtemps qu'ils ont tous évolué, par rapport à ces positions et quelque part attendre ça, c'est aussi une façon de se décharger un petit peu et voilà, on peut être en colère, on peut se dire que s'ils avaient appelé la grève générale, les choses se seraient passées différemment, mais dans tous les cas, bah, c'est une attitude passive et je pense qu'en fait, il faut sortir de cette attitude passive que moi aussi j'ai énormément eue. À frustration, on se pose énormément de questions, sur, bah, comment on reprend le dessus. Il y a des initiatives qui commencent à émerger pour se dire, bah, voilà, en gros, il n'y a pas grand-chose à attendre des directions syndicales, il n'y a pas grand-chose à attendre des partis politiques. Pas parce que c'est des gens intrinsèquement mauvais et cetera, mais parce qu'en fait, ils sont structurés sur d'autres objectifs. Ils sont pas faits pour déclencher une insurrection et chasser un gouvernement illégitime. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les ONG ne sont pas faites non plus, pour ça, hein. Là, je vous renvoie aux travaux de Clément Sénéchal qui a bien expliqué, bah, comment les ONG, écologistes, par exemple,
était dans une démarche de dialogue avec, les pouvoirs établis, mais en aucun cas de confrontation. Donc en fait, ces attentes, elles vont en permanence être déçues. Donc il faut tirer des leçons du passé. Qu'est-ce qui a fonctionné, depuis l'arrivée au pouvoir de Macron? Quand est-ce qu'il a été stoppé? Bah, il a été stoppé une fois, c'était pendant le mouvement des gilets jaunes et voilà et si on dit ça, c'est pas par fétichisme, hein, c'est par analyse froide et pragmatique de la situation. C'est-à-dire qu'effectivement, le mouvement des gilets jaunes, par son caractère insaisissable, par son caractère massif, par son caractère, désordonné et par son caractère radical, c'est-à-dire qu'il mettait vraiment en place un rapport de force, brutal avec les institutions et avec la classe dominante et ben, c'est ça qui a fait peur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut refaire exactement la même chose, hein, les mêmes choses ne marchent pas, 2 fois, mais je pense qu'il faut s'organiser par nous-mêmes. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire du coup à son échelle? Et je pense qu'il va y avoir des appels, qui vont commencer sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que ça va être un appel à remettre son gilet jaune, sur son tableau de bord? Est-ce que ça va être un autre signe de ralliement, qu'il va falloir trouver? Je pense qu'il faudrait trouver un signe de ralliement. Il faudrait qu'on s'identifie comme étant, partageant la même colère pour ce vol, vraiment organisé et cet accablement, organisé de la population. Donc ça peut être un autre symbole, faudrait vraiment réfléchir à ça et puis ensuite, bon, faut se dire qu'on a un petit peu de temps devant nous. Ces annonces, elles sont faites pendant l'été, ce qui est déjà une méthode, vraiment scélérate. Mais, l'Assemblée nationale est en vacances jusqu'à fin septembre. Parce que oui, c'est comme ça, hein, nous, on doit éviter le plus possible les arrêts maladie, même quand on est malade, mais eux, ils ont droit à 2 mois, de vacances. La situation, elle va être figée parce que bon, quand bien même on a affaire à un régime autoritaire, ils respectent, de façon très légère, mais disons dans les grandes lignes, les procédures parlementaires. Bayrou a déjà expliqué qu'il passerait par ordonnance, donc c'est des textes très rapides, mais ça n'arrivera pas avant fin septembre. Donc ça veut dire que d'ici fin septembre, qu'est-ce qu'il faut? D'ici fin septembre, il faut devenir vraiment des colporteurs de la lutte des classes, quoi. C'est-à-dire qu'il faut parler de ce qui est en train de se passer à tout le monde, sans être loup, mais nommer les choses, dire qu'on a affaire à un gouvernement illégitime, dire qu'on s'est fait voler, dire qu'on nous vole chaque année 211 milliards d'euros, dire qu'on nous a volé l'impôt de solidarité sur la fortune, dire qu'on nous demande, nous, de passer à la caisse, et en particulier les plus pauvres, les chômeurs et les malades. Dire que ça ne peut plus continuer, qu'on n'en peut plus et vraiment contribuer à faire monter cette colère-là. Voilà, c'est ce qu'on peut faire en tant qu'individu. C'est parler de ça, ne jamais lâcher. Puis en fait, préparer l'opinion autour de soi parce qu'en fait, les idées, elles se diffusent, principalement en fait, par les liens interpersonnels, les liens familiaux, les liens entre collègues et cetera. Pour qu'à la rentrée, en fait, les gens soient tellement en colère que la moindre initiative, et j'espère qu'il y en aura une, mettra le feu aux poudres. Je pense que c'est vraiment ça qu'on peut espérer, et l'inverse, je dirais, ça serait de cultiver une forme de cynisme par rapport à tout ça, de se dire: «Bah, voilà, ils nous l'ont encore mise à l'envers, ils nous l'ont encore mise bien profond, de toute façon, il y a rien à faire, les syndicats bougeront pas, les partis bougeront pas. Il y a qu'une chose à faire, c'est, s'organiser à sa petite échelle» et cetera et cetera. Bah, voilà, moi je pense qu'il faut éviter ce discours-là dans la mesure du possible, même si, moi je comprends tout à fait, l'abattement. Je pense qu'il faut, promouvoir un discours de désobéissance civile, se dire que voilà, partout à son échelle, il faut désobéir à ce gouvernement. Donc ça concerne particulièrement les agents de la fonction publique, les fonctionnaires. Toutes ces personnes qui, ont un peu des mains sur le budget et cetera, ils doivent refuser ça, ils doivent refuser ces baisses. Il faut faire pression aussi, il faut faire pression, sur ces députés, sur ces institutions. Hem, voilà, en fait, il faut essayer de créer une atmosphère, pré-insurrectionnelle et je pense que honnêtement, je pense que c'est la seule solution, qu'on a. Les solutions institutionnelles ont échoué, les contre-pouvoirs, ont échoué. Faut inventer, notre propre, solution. Voilà ce qu'on peut dire, de la situation actuelle. Voilà ce qui nous semble, nous, qu'on peut espérer. C'est facile à dire comme ça, face à une vidéo et nous, on continuera de se creuser la tête, on continuera de chercher des exemples, que ce soit dans l'histoire, que ça soit, à l'étranger, de comment on se sort de ce marasme-là. Mais pour finir, je voudrais juste, faire un parallèle historique, qui est d'actualité. Il y a quelques jours, on a fêté le 14 juillet. C'est un hommage, en fait, à la prise de la Bastille indirectement. Ce qui est intéressant avec la prise de la Bastille,
et qui, je pense, peut nous permettre quand même, de cultiver un certain espoir par rapport à la situation actuelle. C'est déjà, bon, qu'il y avait des causes qui ressemblaient énormément, hein, c'est-à-dire, de l'injustice fiscale extrêmement forte, des efforts, demandés sans cesse aux plus pauvres, une situation économique très mauvaise qui ne laisse pas envisager un meilleur futur pour soi ou pour ses enfants. Hem, mais ce qui est frappant quand on lit, les archives de l'époque, c'est que personne ne s'y attendait. Voilà, il y avait des auteurs qui, à la fin, des années 1780 disaient: «De toute façon, on est dans une monarchie absolue qui est la plus forte d'Europe. De toute façon, la police est très puissante, tout le monde est surveillé, il y a des mouchards partout. Donc il y a aucune chance, qu'une insurrection, puisse, chasser, ce pouvoir-là». D'ailleurs, à l'époque, personne n'envisageait la fin de la monarchie et voilà, en quelques années, l'histoire s'est accélérée et ça, faut se le dire et se le répéter, quand bien même les forces institutionnelles semblent nous tourner le dos, on reste, en tant que classe des travailleurs, des pauvres, des dominés, des gens qui, ont pour point commun de ne pas vivre de leur capital, de ne pas être décisionnaires sur les décisions politiques et économiques qui affectent ce pays. Bah, on est les plus nombreux, on restera les plus nombreux et cette force-là, il me semble qu'aucune technologie n'arrivera à la contrer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair et à, trouver de la force peut-être. En tout cas, c'est pour ça qu'on essaie de la faire. N'hésitez pas donc à la relayer. N'hésitez pas à lire, et à envoyer à vos amis, à vos collègues, à vos familles, les différents articles qu'on a essayé de faire pour vraiment, exposer les mensonges du gouvernement. Et puis, j'espère que vous trouverez, cet été à la fois, du repos et puis, de la force, pour, désobéir à ce qui est en train de se préparer. Merci à vous et à la prochaine.